dans les deux débats qui vous ont précédé. Je passe la parole à Camille Bonazzi pour l'animation. Alors, donc on va revenir sur un débat sur la permaculture, qui est un terme qu'on a entendu 1000 fois finalement, et sans peut-être l'avoir beaucoup défini. Donc c'est vraiment avec ça qu'on va commencer ce dernier débat. Je vais rapidement vous présenter quand même. Donc Lida Bédoué, vous êtes la responsable du réseau Ferme d'Avenir qui a été créé en 2013. Qui porte, je cite, un projet sociétal pour promouvoir un nouveau modèle d'agriculture. Et vous êtes aussi, vous travaillez dans la ferme des Ruffaux, donc il y a une pratique concrète. Et Frédéric Magre, vous êtes ingénieur écologue, vous avez cofondé Topager, donc on a beaucoup parlé déjà, et donc vous êtes spécialiste, vous avez beaucoup travaillé dans votre travail de recherche, beaucoup sur la végétalisation des toitures et des murs, dont on a également entendu parler plus ou moins positivement. Et pour commencer, donc, est-ce que peut-être on peut d'abord prendre le temps de vraiment définir ce que c'est que la permaculture et peut-être ce que ça n'est pas, avec les choses avec lesquelles on la confond beaucoup, comme l'agroécologie ou du bio hardcore ou ce genre de choses. Tu commences ? Non, vas-y. C'est moi qui m'y colle parce que c'est quand même pas facile à définir la permaculture. C'est vrai que on entend beaucoup de choses. Permaculture, c'est des buts. La permaculture, c'est du bio plus plus. Bon, si on reprend la base, la permaculture, c'est un concept, c'est de design de vie où on va réduire notre empreinte en tant qu'humain dans un écosystème. Donc c'est reproduire des écosystèmes. Donc c'est pas uniquement l'écosystème de sa ferme, mais c'est l'écosystème de sa vie. Donc il y a plusieurs pétales dans la permaculture. Ça peut rappeler un peu ce qu'on voit aussi dans le développement durable. C'est-à-dire tout ce qui est éducation, gouvernance, habitat, énergie, alimentation et production d'alimentation, donc l'agriculture. Donc on peut faire de la permaculture dans une entreprise, on peut faire de la permaculture humaine, notamment la communication non violente, des choses comme ça, ou au sein d'un territoire. On pourrait carrément faire de la permaculture pour un territoire. Donc maintenant, l'agroécologie, elle est beaucoup plus spécifique à l'agriculture, puisque c'est l'agriculture durable. Et donc a été énormément porté en France par Pierre Rabhi, mais il y a d'autres porteurs de ce concept, de ces techniques, où vraiment on voit vraiment ce que ça donne sur une ferme. Par exemple, nous on a créé une ferme en Normandie en 2012, et donc on s'est intéressé aux semences anciennes, aux circuits courts, à être résilient par rapport au pétrole, à être beaucoup plus dans une activité manuelle que mécanique. À faire du bio-intensif, donc c'est aussi un mot qu'on entend beaucoup, donc c'est être très productif sur des petites parcelles, qui s'explique par le fait qu'on y apporte beaucoup plus d'attention et qu'on a un travail manuel sur des petites surfaces qu'on détermine. Donc c'est pas forcément des buttes, ça peut être aussi des planches permanentes, donc c'est plutôt des buttes plates. On vient jamais marcher dessus pour continuer à aérer le sol, donc c'est vraiment lié à des techniques pratico-pratiques. Que dire de plus ? Tu complètes ? Oui. Donc bonjour, je veux bien compléter sur ma partie. Pour moi, c'est plutôt une inspiration. Du coup, la permaculture, c'est donc un concept qui a été formalisé, on va dire, par Bill Mollison, notamment un Australien, et qui vient aussi, qui a été lui-même inspiré pas mal d'un Japonais qui s'appelait Masanobu Fukuoka, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille, qui est vraiment super intéressant et très très précis sur des questions agronomiques précises. Donc en fait, c'est ce qui est plutôt de l'agriculture sauvage. Donc dans le terme permaculture, il y a la notion de permanente agriculture. Ça vient de là. Donc en fait, c'est quand même assez lié à l'agriculture, même si effectivement ça a été un concept qui a été très ouvert à tout un mode de vie, quoi, en fait. Et donc c'est, pour nous en tout cas à Topager, une forte inspiration. Et donc c'est ce qu'on peut appeler aussi notamment le biomimétisme. Donc c'est s'inspirer des écosystèmes vivants. Et donc c'est par exemple faire des buts de permaculture, donc c'est-à-dire recréer des sols fonctionnels, même sur des espaces justement qui sont a priori pas en pleine terre. Essayer de recréer avec les matières organiques présentes sur place, avec les organismes qui sont présents sur place, puisqu'on peut trouver quand même en ville pas mal une certaine biodiversité.
on part de ces fondamentaux-là pour essayer de créer une agroécologie adaptée à la ville, et notamment sur les toits, ce qui est un vrai challenge parce que c'est pas a priori pas évident, hein, et donc c'est une expérience qui a commencé en fait il y a quelques années à Paris, notamment sur les toits de l'école d'agro AgroParisTech. Et donc avec l'INRA, avec d'autres labos de recherche et le muséum dont je faisais partie à l'époque, dont je fais toujours partie d'ailleurs. Donc on a lancé un projet sur comment essayer de créer des potagers sur les toits en utilisant les déchets urbains. Donc un potager en ville en utilisant les déchets de la ville. Donc comme si le bâtiment pouvait devenir un écosystème. Donc on parle souvent aussi de métabolisme urbain. Ça c'est le deuxième schéma normalement qui est sur la présentation. Donc métabolisme urbain, c'est voilà, essayer d'utiliser les ressources du milieu urbain pour créer des ressources à nouveau. Au lieu de jeter toutes ces ressources, notamment en termes de matière organique qu'on produit en très forte quantité en ville, au lieu d'utiliser des camions poubelles pour les extraire de la ville, au lieu de les incinérer avec du plastique pour faire toutes sortes de produits qui ne sont pas très agréables pour la santé. Et au lieu de faire ça, en fait, on propose plutôt d'essayer de composter toutes ces matières organiques sur place et plein d'autres pistes, hein, de revalorisation de certains déchets pour pouvoir recultiver, donc refaire une ressource comme dans un écosystème où en fait il n'y a pas de déchets. Un écosystème, tous les déchets redeviennent des ressources. Donc l'idée c'était ça. Et vraiment d'y intégrer au maximum les habitants. Donc on a fait là depuis 4-5 ans toute une série de projets de toute taille dans Paris essentiellement, mais ça commence à s'agrandir. Donc des projets qui sont basés quand même essentiellement aussi sur l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que oui, l'agriculture urbaine, c'est un grand mot. On fait surtout du jardinage, effectivement. Et en fait, ce jardinage, pour nous, c'est quand même un énorme levier de modification des comportements, des citadins qui sont, on le sait depuis quelque temps, une majorité dans le monde. On a beaucoup plus d'urbains, et dans nos pays développés, on a encore plus d'urbains. On est environ à 70% d'urbains par rapport au monde rural, et voire 80 hein, dans certains pays. Et donc du coup, tous ces urbains, en fait, c'est ceux qui consomment essentiellement, et c'est ceux qui ont une action sur la terre entière, et qui ont une empreinte, donc comme tu disais, très forte. Et cette empreinte, il faut pouvoir la modifier. Et on pense que du coup, il y a eu tout un courant quand même écologiste depuis un certain nombre d'années. Il y a une forme d'écologie un peu punitive qui peut être parfois mal vécue par certaines personnes, même si ça marche, hein, à force de rabâcher qu'il faut couper le robinet quand on se lave les dents, et ça marche, on coupe le robinet quand on se lave les dents, et tant mieux. Mais on pense aussi que c'est quand même, enfin ça a été évoqué avant, que une écologie plus sous forme de carotte que de bâton, sans jeu de mots, parce que bon, on fait des carottes un petit peu, voilà. En fait, c'est quand même beaucoup plus efficace, quoi. Et là, on le voit vraiment sur tous les projets qu'on mène, donc ils sont a priori pas toujours des projets dans des contextes où on est au milieu d'écolos convaincus. Donc on fait des projets sur le siège de la BNP, avec le groupe Accor, avec différents groupes. Voilà, on ne fait pas de discrimination par rapport au groupe. Il n'y a pas de raison en soi. Les personnes qui travaillent dans ces groupes, ils y travaillent parce qu'elles ont besoin d'un travail. Elles n'ont pas forcément choisi ce type d'entreprise par choix éthique. Et du coup, c'est souvent d'ailleurs des projets qui viennent de la base des entreprises qu'on a. Donc c'est des gens au sein des entreprises qui se mobilisent et qui arrivent à convaincre leur direction que ce serait intéressant de faire un projet de potager collectif, de végétaliser leur toit, de rendre leur lieu de vie plus agréable pour tout le monde. Et donc, ils se développent des petits projets comme ça, à différentes échelles, de potager en ville, à but essentiellement pédagogique. Et quand je dis pédagogique, c'est pas forcément pour les enfants. Il y a beaucoup de pédagogie à faire parmi les grands. Et voilà. Ouais.
Ah oui, ouais, non, voilà, les diapos, tant pis. Donc on continue à faire plein de projets et d'expérimentation sur comment faire pour que ce désir dont on a parlé des citadins de cultiver en ville, il puisse être vraiment réalisé. Et le plus important, ce qu'on a constaté, c'est de pouvoir montrer que c'est possible. Parce qu'il y a toujours plein de barrières en fait à tout ça. On pense qu'il y a des problèmes de charge, d'accessibilité des toitures, d'accessibilité des espaces, etc. Et en fait, il suffit de creuser un tout petit peu pour s'apercevoir qu'il y a toujours des solutions techniques à toutes ces barrières. Et qu'on peut réussir à faire des systèmes de production totalement intégrés, très agroécologiques, avec des associations végétales, etc. Et que les citadins mettent vraiment les mains dans la terre pour essayer de changer un petit peu au quotidien. On dit d'ailleurs que dans la permaculture, le problème, c'est la solution. Et du coup, sur cette question des barrières, il y a quand même un travail qui est aussi fait avec le réseau Ferme d'Avenir qui est de l'ordre du lobbying. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans votre manifeste, qui est la question de l'urgence. Et je voudrais savoir, outre les barrières sur la rentabilité qu'on a déjà un peu évoquées à la table ronde précédente, sur qui il faut travailler le plus fortement? Je pense qu'il faut travailler à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en lobbying à haut niveau, c'est compliqué, parce que c'est très structuré en face. Il y a d'autres intérêts qui sont très forts et très organisés. Donc moi, à Ferme d'Avenir, on pense que maintenant, on a vraiment besoin de gagner en professionnalisme et en synergie avec les autres acteurs qui luttent comme nous pour une nouvelle agriculture, une transition agricole viable pour tous et heureuse pour tous, parce qu'on pense que ça répond quand même à peu près à tous les maux de la société actuelle, autant au niveau social que santé, qu'environnemental, économique et compagnie. Donc c'est le lobbying au niveau des politiques, c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument continuer. C'était pour ça qu'on a fait le plaidoyer, pour aller voir les élus, mais aussi les députés, les sénateurs, aller voir tout le monde, et tout le monde peut s'en emparer, c'est en ligne. Donc si vous avez un projet et qu'il y a encore des doutes en face de vous, vous pouvez vous servir du plaidoyer pour aller convaincre que l'agroécologie a fait ses preuves. Donc c'est un document qui résume, je pense, bien toutes les solutions qu'on a à notre portée pour faire accélérer la transition agricole. Mais pas que. Le lobbying, c'est aussi, comme tu le rappelais, auprès des adultes et auprès des consommateurs. C'est quand même notre premier bulletin de vote, c'est notre carte bleue. Donc il faut continuer à l'utiliser intelligemment, comme disait Arnaud Daguin. C'est quand même là que les choses se passent. Si on choisit une autre voie, ils vont le faire. Donc il faut en avoir conscience qu'on n'est que des petites gouttes d'eau, comme dit Pierre Rabhi, c'est le colibri, des petits pas, mais qui font une grande rivière. Donc il faut continuer à y croire à ce niveau-là aussi. Et dans un esprit sur le thème finalement qui était la question de ce débat, est-ce que la permaculture est un mythe ou une réalité? Vous dites que l'agroagriculture a fait ses preuves, la permaculture, on l'a vu, ça va plus loin, il y a une question systémique, vision sociétale. Est-ce que le projet de permaculture en ville, est-ce que cette idée de système, elle n'est pas de l'ordre justement juste du projet social et l'agriculture, l'agroécologie vient donner une touche pour la caution écolo presque? Alors, moi en fait j'aime pas trop utiliser le terme permaculture, pour tout vous dire, parce que pour moi c'est quand même basé essentiellement sur le sol. Et même si on fait plein, donc pour répondre clairement à votre question, non, parce que en fait toutes nos expérimentations à la base, elles sont justement sur la recréation de sols fonctionnels sur des toitures. Donc on s'est intéressé avant tout aux micro-organismes du sol, aux différents composants des substrats qu'on pouvait utiliser d'origine locale et organique, aux vers de terre, etc., qui peuvent justement faire le travail qu'on fait pas. Donc quand tu disais aussi, on rentre pas dans les parcelles, parce qu'on a aussi une contrainte claire sur les toits, qui est la contrainte de charge. Donc on va pas monter dans les parcelles de culture. Donc en fait, tant mieux si on peut avoir des vers de terre qui font tout le travail de micro-labourage à notre place. Et donc on s'est vraiment intéressé à ces questions-là avant de s'intéresser à la question sociale. Finalement, la question sociale, elle est venue après. Elle est venue d'elle-même. En fait, on a commencé à faire des projets de recherche, et puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui étaient qui avaient ce désir de culture en ville, et donc ils se sont intéressés au fur et à mesure au projet qu'on faisait.
Et donc voilà, c'est ce que tu disais, les projets, ce qui est super intéressant, c'est de voir toutes ces personnes qui étaient complètement déconnectées à la nature, quoi, vraiment, et qui commencent à réapprendre à ce que c'est que avoir des légumes de saison, à faire eux-mêmes les légumes, à s'apercevoir que c'est pas si simple que ça, à s'apercevoir que voilà, il y a plein de si on veut pas mettre parce qu'on veut pas mettre de produits et on ne doit pas mettre de produits en ville, il y a le plan zéro phyto et heureusement. Donc il faut être attentif, il faut prendre du temps, il faut voilà, faire avoir toute une démarche qui du coup, je pense, après permettre d'avoir une autre vision en fait sur ce qu'on fait, sur la manière dont on consomme. Et donc j'espère, voilà, c'est peut-être être utopiste, hein, mais j'espère que les banquiers qui vont un petit peu le midi faire des potagers sur leur terrasse, eh ben, ils n'ont pas forcément la même approche des dossiers qu'ils traitent l'après-midi et quand ils vont faire leurs courses à la fin de la journée, ils vont peut-être aussi avoir un comportement un petit peu différent. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de croire et de faire passer comme message. Donc on fait beaucoup d'animation, on fait beaucoup de montage de projets. Voilà, il y a une 40aine de projets dans Paris, donc ça va très vite. Ça va très vite parce que c'est pour l'instant essentiellement des projets privés, même si on a la chance d'avoir aussi gagné des grands projets publics comme dans le cadre des pariculteurs, donc l'Opéra Bastille et d'autres grands projets comme ça. C'est quand même essentiellement, pour l'instant, en tout cas dans le cadre de notre activité, des projets privés qui voient le jour très rapidement, avec une très forte demande, comme je disais, de la base à chaque fois des entreprises pour avoir des espaces où en plus, ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, quand tout le monde est au potager, ben il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de sectorisation entre les informaticiens et ceux qui sont d'habitude plus sur le terrain, tout ça. Donc tout le monde se recroise et peuvent échanger de manière beaucoup plus conviviale. Donc on espère aussi que ça, enfin on constate en fait que ça crée un lien social très fort. Et si la permaculture c'est ça, ben tant mieux. Et du coup, vous travaillez en ville, Linda, vous travaillez à la campagne. Si on se place dans une perspective où la permaculture donc, est un système qui fonctionne, comment vous voyez le lien finalement entre ce que vous faites l'un par rapport à l'autre ? Le lien, il est essentiel. Il faut créer des ponts entre la ville et la campagne. Moi, j'avais rien semé et planté avant 30 ans. J'en ai 36. Donc, comme quoi c'est faisable, déjà. Et ça m'a appris des leçons de vie énormes. Je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter au vivant, comme on disait aux conférences précédentes. Et que déjà commencer par être en AMAP, rencontrer son producteur, aller voir dans les champs les difficultés des producteurs, tout ça, ça reconnecte et ça te permet de mieux comprendre un petit peu toute la chaîne alimentaire, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi, qu'est-ce qu'on est. Et donc, c'est essentiel qu'il y ait des ponts entre les villes et les campagnes. On n'y arrivera pas l'un sans l'autre. Tu veux rajouter ? Oui, je veux bien rajouter qu'effectivement, on n'a pas du tout, en tout cas nous en tant qu'agriculteurs urbains, qui est un grand mot, on n'a pas du tout la volonté même si on veut un peu nourrir la ville, on sait très bien qu'on ne va pas rendre les villes autosuffisantes du jour au lendemain. Et c'est évident que toutes les cultures ne sont pas intéressantes à faire et peuvent pas être faites en permanence en pleine ville et sur des toits, etc. Donc souvent là par exemple en photo, c'est un projet où vraiment il y a un grand espace de toiture, il y a 5000 m² en tout avec de l'insertion du maraîchage écologique pour créer vraiment une activité agricole, mais on se focalise vraiment sur des jeunes pousses de salade, des tomates très très mûres, des variétés qui ne sont pas du tout transportables. Et du coup, derrière, il y a des collaborations avec des AMAP, avec des paysans périurbains, qui du coup font le complément avec des produits qui sont beaucoup plus facilement transportables, comme les carottes, les pommes de terre, tout ça qui serait un peu une aberration de produire en ville. Et je rejoins, même si je rejoins pas tous les propos qui ont été tenus tout à l'heure, je rejoins quand même aussi sur, voilà, on essaye, en tout cas à notre niveau, de développer une agroécologie urbaine parce que ça nous semble essentiel en ville d'associer, enfin que ce soit avant tout la nature, la biodiversité qui
qu'ils puissent reconquérir ces espaces qui ont été pris en fait par tous ces bâtiments qui ont été construits. Donc pour nous, c'est une manière de pallier à la destruction des habitats des habitats naturels par l'habitat humain. Donc essayer aussi d'y accueillir toute la biodiversité, d'essayer de faire en sorte que les citadins ils puissent avoir plus une ville et des échelles entièrement humaines, donc juste à taille humaine, mais pouvoir accepter qu'il y a aussi d'autres plantes, et d'autres insectes, et d'autres animaux, des oiseaux qui peuvent aussi investir leur habitat. Et voilà, et qu'on puisse partager tout cet habitat pour le bien-être de la ville, hein, parce qu'on sait que végétaliser, ça permet d'avoir de la rétention d'eau de pluie, de rafraîchir la ville, puisqu'on a des gros problèmes, surtout dans le cadre du réchauffement climatique, on a des problèmes de canicule urbaine. Donc dès qu'on végétalise, on sait que ça diminue de 2-3 degrés les cœurs urbains. Voilà, on stocke les eaux d'orage. Il y a plein d'avantages en fait à végétaliser, donc faut pas se l'interdire. Il faut vraiment que ça puisse être promu au maximum, mais faut pas que ce soit au détriment c'est évident, du développement d'une agriculture rurale et périurbaine de qualité. Et je pense en fait justement que le fait que les citadins soient mieux reconnectés à la vie, à la nature, et soient plus conscients de la qualité la saisonnalité des produits, la qualité des produits et le coût réel en termes de temps à passer, etc. des produits, et ben ça leur permet de revaloriser en fait aussi les activités rurales et périurbaines, quoi. Et je sais qu'on veut laisser pas mal de temps pour les questions, mais j'ai une dernière question sur, à nouveau, cette idée de mytho-réalité sur la permaculture. Si je ne me trompe, il y a quand même aussi un enjeu dans cette notion de culture permanente, dans le gros travail d'observation des sols et des plantes qu'on fait pousser, et toutes ces questions, qui est le maintien de la fertilité, voire l'amélioration de la fertilité des sols, qui a été évoqué tout à l'heure dans les débats précédents. Et là encore, vous dites que l'agroécologie a fait ses preuves, mais encore une fois, est-ce que mytho-réalité sur tout ce que cette attention au type de culture et l'observation peut faire pour les sols, quoi. Est-ce que c'est mytho-réalité, quoi? La fertilité des sols, est-ce que l'agroécologie améliore la fertilité des sols? Là, je pense que c'est sûr. C'est même l'objectif principal de l'agroécologie, et c'était le rôle principal du paysan. C'était d'améliorer ses sols. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver, c'est l'idée de évidemment réduire son empreinte, mais au-delà de ça, créer de la fertilité pour les générations futures. Et c'est là où on a toute l'attention en agroécologie, c'est essentiellement sur le sol et la fertilité. C'est pour la durabilité du système agricole. Donc c'est la fierté du paysan que d'améliorer sa terre. Ce qu'on a un peu perdu, parce que là aujourd'hui c'est même plutôt l'inverse. On l'exploite, on l'use jusqu'au bout, ça devient un substrat pollué qui finalement a perdu beaucoup de matière organique. Là on voit les taux de matière organique extrêmement augmenter avec nos procédés agroécologiques. C'est une certitude. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions déjà pour les intervenants sur ce permaculture? T'as beaucoup de slides. Alors n'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de Ferme d'Avenir, de l'association. On peut en parler. On peut parler de ce que vous voulez. Comment on crée une ferme. Quelqu'un a peut-être envie de retourner à la terre, se poser des questions. Ne sait pas comment s'inscrire dans une AMAP. On peut répondre à plein de questions. C'est toujours le premier qui est difficile et après on s'arrête plus. Hein. Non, écoute. Pas de questions. On va se poser des questions entre nous alors. Ouais, non, en fait, parce que j'ai pas tout à fait été jusqu'au bout tout à l'heure. Effectivement, je rejoins tout à l'heure certains propos sur notamment l'hydroponie et plein d'autres types de techniques d'agriculture urbaine qui sont en train de se développer. Voilà, on voit qu'il n'y a pas une agriculture urbaine, il y a du jardinage urbain, il y a plein de types d'agriculture urbaine, et il commence à y avoir beaucoup de techniques différentes d'agriculture urbaine. Et c'est vrai qu'il ne faut pas forcément sauter sur le concept
et être toujours hyper enthousiaste. C'est globalement des projets qui sont quand même très enthousiasmants, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a quand même aussi beaucoup de projets où on peut se demander quelle est la réelle pertinence de développement de certains systèmes qui sont très très gourmands en intrants, etc. Et où le seul prétexte de l'ultra-localité serait le concept écologique. Voilà, donc je pense qu'il faut des fois faire attention aussi. Il y a aussi plein de jeux de mots sur on parle plus d'engrais, on parle de nutriments, on parle plus de pesticides, on parle de biostimulateurs, etc. Donc voilà, faut être quand même vigilant parce qu'en ce moment il y a tout un développement d'un discours et toute il y a des choses qui se passent et derrière c'est pas toujours donc faut bien regarder précisément ce qui se fait, mais globalement il y a quand même aussi beaucoup de projets qui sont quand même très très intéressants et qui méritent d'être soutenus. Et il faut pas soutenir, comme je disais, les projets d'agriculture urbaine au détriment de la ruralité, mais bien au contraire, il faut que ça se renforce mutuellement. Toujours pas de questions? Ah, merci madame. Est-ce qu'un micro peut être amené? Merci. Oui, bonjour. Moi j'ai 2 questions pour chacun d'entre vous. Donc une question assez générale, c'est j'aimerais connaître Est-ce que vous pouvez juste vous présenter peut-être? Oui, pardon, je suis Delphine Willis, je suis architecte et paysagiste et fondatrice d'un collectif qui s'appelle Frisch and Cheap. Et donc, j'aimerais connaître la méthodologie que vous employez pour la mise en place d'une ferme en zone périurbaine. Et l'autre question, c'était pour Topagé. Comment est-ce que vous utilisez la laine de mouton dans vos systèmes de culture? Voilà. Alors nous, on ne propose pas de méthodologie pour créer sa ferme. Par contre, on a des formations, donc des formations de 5 jours, créer sa micro-ferme. Moi, j'ai contribué, j'ai écrit un ouvrage, créer sa micro-ferme en permaculture et agroécologie aux éditions Rustica. Un retour d'expérience, parce qu'aujourd'hui, c'est encore nouveau. Il y a le mouvement des néo-paysans, le retour à la terre tel qu'on le voit dans les 10 dernières années, ça reste encore précurseur. Donc on a besoin de data, on a besoin de faire des études encore sur les méthodos, sur les références technico-économiques. On est en plein dedans. On fait des partenariats scientifiques. Il y a AgroParisTech et l'INRA qui en avait fait une belle sur l'étude de faisabilité sur 20 micro-fermes en permaculture de Kevin Morel. Il y a comme le projet Smart qui est sorti aussi sur l'agroforesterie, parce que beaucoup de projets en microagriculture intègrent l'arbre fruitier dans la conduite technique. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tout. Donc je sais qu'il y en a plein en préparation, mais comme tout, ça demande du temps. L'agricole, ça demande du temps. La recherche demande des années. Rien qu'entre le montage de dossiers pour avoir les financements, l'équipe technique de recherche, les paysans expérimentateurs en place, mener les études et ensuite en sortir des résultats, c'est encore en cours. On espère que ça va se multiplier parce que, étonnamment, c'est quand même une belle innovation qui, pour l'instant, est peu référencée. Donc on attend vraiment que ça sorte pour appuyer encore plus nos modèles. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'un, il n'y aura pas une méthodo. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on voit avec Ferme d'Avenir, on a à peu près 500 fermes référencées pour l'instant. Elles ont toutes des particularités différentes, elles se sont toutes faites en fonction des personnes qui portaient les projets. Et c'est cette diversité qui est très intéressante et riche et qu'il faut garder. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose de très de trop fermé qui va en sortir. Ce qui est intéressant, c'est cette diversité d'expériences et de le référencer pour inspirer les gens en se disant, voilà, on peut aller vers ça, on peut aller vers ça, ça a fonctionné, ça un peu moins, mais que chacun crée la ferme à son image. C'est ça le plus important. Donc sur la laine de mouton, bah oui, en fait, on utilise différents matériaux, donc plus ou moins issus du milieu urbain, mais là, surprenamment, en fait, c'est de la laine issue des copâturages, donc c'est de la laine de mouton du milieu urbain qu'on utilise en fait parce qu'on utilise la technique des lasagnes, donc pour essayer de recréer des sols fonctionnels. En fait, on voit que quand on met différents matériaux, donc en mélangeant des couches plutôt carbonées, des couches plutôt azotées,
on a en fait des interfaces qui sont très intéressantes, parce qu'on a fait aussi des expériences en mélangeant tout, et on s'aperçoit que c'est pas du tout aussi productif, donc c'est vraiment important en fait de bien reconstituer des sols en lasagne comme ça. Et donc la laine de mouton, on l'a utilisée en sous-couche, voilà, comme une couche assez azotée finalement, mais elle se dégrade, donc c'est sûr que c'est pas une sous-couche très stable, mais c'est un matériau qui est super intéressant en termes de poids et de rétention d'eau. Donc pour les toits, c'était vraiment assez génial. Et en fait, le truc, c'est qu'on nous a souvent interrogé, et notamment pas mal d'agronomes, sur le fait qu'on utilisait beaucoup de matières organiques et des mélanges de matières organiques pures, ce qui peut paraître assez surprenant pour des agronomes, puisqu'ils aiment bien avoir un mélange organo-minéral bien équilibré. Et en fait, c'est surtout, oui, c'est parce que ça se dégrade en fait. Quand on n'a que de la matière organique, elle fond en fait au fur et à mesure. Il y a une partie qui repart dans l'atmosphère par dégradation. Il y a une partie qui se tasse, qui est décomposée, etc., qui est consommée par les plantes aussi. Et en fait, le truc, c'est que le milieu urbain, il est hyper producteur de matière organique. Donc en fait, de toute façon, la ressource, elle est là, quoi. Et le but, c'est plutôt de réussir à la mobiliser, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de filières qui se mettent en place. Il y a plein de pavillons de compostage qui se mettent en place dans des quartiers, un peu partout, dans toutes les villes. Et c'est super intéressant de pouvoir faire des projets en lien avec des projets de compostage collectif, parce que du coup, on sait quoi en faire. Parce qu'on a vu aussi plein de projets de compostage où en fait, ils ne savaient pas quoi faire du compost. Donc là, au moins, le fait de développer aussi des zones de culture en pleine ville, ça permet d'utiliser directement tout ce compost qui est produit et qu'on considère être le nouvel or noir du 21e siècle, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Marie-Christine Vatoff du magazine Très Urbain. Encore une question à Topagé. Par rapport aux acteurs privés avec lesquels vous travaillez, donc BNP, Accor, etc., vous travaillez avec quel niveau de décision? Est-ce que c'est la DRH? Est-ce que c'est le service développement durable? Enfin, comment ça se passe? Et quels sont les arguments les plus décisifs que vous pouvez employer pour les inciter à accueillir vos initiatives? Alors, comme je disais, c'est pas forcément nos initiatives, c'est ça qui est bien. C'est que c'est souvent leurs initiatives, donc, et c'est souvent les initiatives de services différents au sein des structures. Donc, on n'a jamais une structure type. C'est effectivement souvent plutôt les secteurs développement durable qui s'intéressent à ce genre de choses, mais pas toujours. Après, on est très fortement en lien avec les services techniques du bâtiment. Et c'est là où ça va être décisif, c'est une bonne interaction entre les services internes et toutes les personnes en interne qui ont réussi à monter le projet, et notre interaction avec les services techniques et avec la direction pour réussir à concrétiser le projet. Et ce qui est décisif, c'est de montrer que c'est possible, tout simplement. C'est d'être sur des solutions assez simples. Faut pas justement toujours partir dans des systèmes high-tech, parce que ça met tout de suite beaucoup de bâtons dans les roues aussi au niveau du projet. Et donc, faut rester sur des choses assez simples. On est souvent sur des systèmes de bacs qui peuvent être considérés comme du mobilier à poser sur des terrasses. Donc, on n'a pas forcément de grosses déclarations à faire, de déclarations préalables, voire de permis de construire. Ça arrive pour certains projets, mais c'est rare. Et donc, voilà, après, derrière, nos principaux arguments, c'est déjà de montrer que ça a été fait ailleurs, et de rassurer surtout par rapport à la capacité qu'ont les gens en interne à reprendre vraiment le projet et à s'en occuper dans la durée. Parce que ça, c'est une grosse crainte qu'on voit apparaître à chaque fois au niveau des directions. C'est de dire, oui, c'est un effet de mode, c'est bien gentil votre truc, on va leur faire des bacs et tout, ça va nous coûter 10 000 balles, et puis en fait, au bout d'un an, il n'y a plus personne qui sera intéressé, et ça va devenir la jungle. Et donc en fait c'est pas vrai. Ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 3-4 ans, en fait, au début, on a une dizaine, quinzaine de personnes qui sont ultra motivées et tout, et au bout de 2-3 ans, 4 ans,
on a 30, 50 personnes qui sont encore plus motivées et qui continuent à s'investir sur le projet. Il y a un renouvellement, il y a des référents souvent. Donc on met en place tout un système au début d'animation. Nous, l'idée de nos projets, c'est vraiment qu'ils soient le plus autonomes possible, quoi. C'est pas de rester faire de l'entretien et de l'animation pendant 10 ans. Donc c'est au fur et à mesure d'être très présent au début avec des animations relativement régulières pour que le projet puisse vraiment se lancer correctement. Et puis une fois que les gens sont autonomes, de pouvoir en sortir, juste avoir un regard juste de temps en temps quand ils ont des questions agronomiques précises. Mais surtout que ce soit des référents au sein des entreprises qui se prennent au jeu et qui après remobilisent au sein des entreprises le projet, quoi. Et ça marche vraiment. C'est pas juste un discours, quoi. On constate vraiment que même dans des entreprises, et j'ai même tendance à dire d'autant plus dans des entreprises qui sont pas du tout concernées par le sujet, quoi. Finalement, on a d'autres entreprises qui seraient un peu plus sensibles a priori au développement durable, etc. Et c'est pas toujours là que finalement ça se passe de manière le plus fluide. Voilà. Et il y a quand même quelque chose qui sous-tend vos deux discours, qui est le fait que les preuves sont en train d'être faites, qu'il y a quand même une appétence qui grandit. Et est-ce que peut-être vous pouvez parler de ce que vous constatez sur la montée en puissance d'un côté comme de l'autre, en ville comme à la campagne, de ce que vous mettez en action et ce dont vous faites la promotion? Par exemple, nous, notre association Ferme d'Avenir n'existe que depuis 4 ans et on voit un engouement spectaculaire. Là, on a, par exemple, cet été, là, vous voyez les photos du Ferme d'Avenir Tour. On a pris la route pendant 3 mois. On est parti de Metz, on est descendu jusque dans le sud, on a fait jusqu'à Bayonne et on est remonté jusqu'en Bretagne. On a fait 27 étapes de 3 jours. Et on a vu une multitude déjà d'acteurs en place qui faisaient un travail formidable, mais aussi de citoyens qui s'intéressaient à la question. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent des questions du retour à la terre. Ça, je le constate beaucoup suite à l'écriture de mon livre. J'ai eu énormément de demandes de gens qui s'intéressent à ce sujet-là, qui sont pas de la partie et qui se disent pourquoi pas moi. Et je les comprends. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer le cap. Et il y a aussi tous ces paysans expérimentateurs sur le terrain qui font profiter les autres de ce qu'ils ont appris et l'interaction qu'on a encore à développer. Il y a une demande énorme sur tous les territoires et on le constate au quotidien. C'est vraiment un engouement qui est plein de sens et que voilà, on ne peut pas le nier. Après, c'est difficile toujours de le chiffrer, mais on est en train de le faire. On voit très bien, par exemple, les BPREA, donc c'est les brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole, dans les lycées agricoles, qui sont pris d'assaut. Les formations ne désemplissent pas, ils ouvrent des classes. Il y a énormément de demandes, ils peuvent pas recevoir tout le monde. On a beaucoup de communautés de communes maintenant qui mettent à disposition du foncier. On nous amène du foncier tous les jours, on nous envoie des mails. Voilà, j'ai du foncier disponible. Est-ce que vous auriez pas des jeunes à installer? Et de l'autre côté, on a des jeunes qui viennent se former à l'appel. Donc on sent que ça est en train d'arriver. Vraiment. Après, nous, évidemment, on catalyse, on est un peu les catalyseurs de tout ça, mais quand même, c'est en augmentation et les chiffres arrivent. Je sais que la FNAB est en train de calculer aussi le nombre d'installations de néo-paysans par rapport aux installations du milieu agricole et c'est en flèche. 80% sont des néo-paysans et sont sur du projet de maraîchage bio. Donc, on montre bien déjà une tendance en train d'arriver. C'est les premiers chiffres qu'on a, mais c'est encore en train d'être étudié. Notre association n'a que 4 ans et voilà, on est au démarrage de quelque chose là. Ouais, c'est pareil. Hein. Dans le milieu urbain, c'est vrai qu'on voit que ça explose. Hein. Là, il y a d'abord Paris, qui s'est un peu lancé en France, mais c'est venu aussi dans plein d'autres villes en parallèle. Et là, il y a vraiment une volonté de se développer un peu dans tous les sens de la part de plein d'acteurs. Donc tant mieux, il y a plein d'acteurs qui arrivent, il se passe une sorte d'émulation qui est très bénéfique à mon sens sur le sujet. Moi je suis assez persuadé, donc en voyant aussi ce qui se passe effectivement à la campagne, parce qu'on aime bien garder ce lien, que c'est pas du tout juste un effet de mode.
qu'il y a vraiment une espèce de lame de fond qui est en train de monter, et on espère. Alors forcément, c'est jamais assez rapide à notre goût sur certains changements de société, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je crois pas du tout que tous ces petits potagers qui apparaissent en ville, plus petits ou moins petits d'ailleurs, soient des effets de mode et soient voués à disparaître dans les prochaines années. Je pense plutôt que ça va se renforcer, et qu'il y a plein d'acteurs qui vont pouvoir se développer autour de ça. Ce qui n'est pas si simple, hein, ça pose surtout la question du modèle économique, qui est pour l'instant, à mon sens, pas encore réellement trouvé sur les micro-fermes agricoles urbaines, parce qu'on est dans des milieux hyper contraints. On sait que même c'est sûr que déjà en milieu rural, c'est pas toujours évident de réussir à avoir un modèle économique qui tourne bien, basé seulement sur la production agricole. Donc tout ça, en fait, derrière, c'est justement de l'avantage. Donc on a beaucoup de contraintes en milieu urbain, mais on a aussi l'avantage déjà de pouvoir être à hyper proximité et d'être au contact direct des clients, des acheteurs, des participants, et de pouvoir concevoir des projets qui sont pas seulement orientés sur la production, mais qui ont plein d'autres facettes, comme la pédagogie, comme aussi la rétention d'eau, la biodiversité. Enfin, comme les agriculteurs, hein, qui sont aussi les artisans du paysage des campagnes. J'espère que l'agriculteur urbain va pouvoir être l'artisan au même titre que les architectes et les paysagistes de nos paysages urbains. Voilà. Du coup, vous faites la conclusion pour moi. C'est parfait. Merci beaucoup pour ce débat merci encore. Finalement. On a déjà passé l'heure là ? Oui. Oh, c'est passé vite, bon. Merci. Merci Mélinda. Il paraît qu'on vous reverra à Bouliac. C'est le patron d'Imochamp France qui a dit que Ferme d'Avenir contribuait alors à une ferme d'avenir qui n'est pas à l'extérieur des murs, mais en pleine ville, en pleine métropole. Oui, alors on a des projets de grandes fermes, donc là c'est assez nouveau pour nous, mais on voit qu'il y a un besoin aussi là-dessus sur des surfaces plus grandes. Donc là on parle quand même de 70 hectares. Ouais. Donc ce serait pluridisciplinaire, hein, c'est pas que du maraîchage, ça pourrait être. La permaculture, par exemple, là on par exemple, exactement. Serait pas adapté à une surface aussi grande. En fait, on est en pleine recherche-développement sur ce concept-là, où on aurait beaucoup plus d'emplois sur une surface de 70 hectares qu'aujourd'hui, avec les concepts de l'agroécologie et de voir un petit peu tout ce qu'on peut sortir de vertueux, de tout ça. Donc c'est en pleine réflexion et je pense que c'est plein d'avenir. Ouais. Et on a un défi, là, en quelque sorte, à vos solutions que vous nous avez si bien décrites, mais c'est de passer à une échelle supérieure. C'est ça, le changement d'échelle. Et en métropole. Ouais. Mais voilà, c'est la transition avec ce qui suit. Puisqu'on a choisi de terminer cet après-midi sur ce thème toujours de l'interpénétration entre les bâtiments et tout ce qui est le vivant, autre que les êtres humains, puisqu'ils sont en ville, dans les bâtiments, et la façon dont on peut faire interagir. On a entendu parler de beaucoup d'exemples, à certaines conditions, d'interpénétration du vivant et du bâti, de la nature dans la ville. Et on voudrait vous proposer, là,